Il est 8h34 sur Europe 1, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, du feu, du sang et l'Europe qui vacille. En une de Libération, un homme casqué, protégé par une sorte de bouclier. Derrière, tout est orange, comme flamboyant. Ukraine, l'épreuve de force. En une du Monde, 2 hommes passent devant un soldat, le visage entièrement rouge, les cheveux collés par le sang. Sanglante répression en Ukraine. En une du Figaro, des soldats casqués, protégés derrière leurs boucliers et leurs masques à gaz. Ukraine, le choc Est-Ouest. Et enfin, l'opinion et le casque et les boucliers qui s'embrasent tout à coup dans une flamme énorme. Ukraine, l'Europe diplomatique en échec. Ce qui est marquant, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui reviennent quand on parle de l'Ukraine dans les journaux. Oui, guerre civile, point de non-retour. On pourra lire dans Libération les analyses d'un spécialiste allemand des pays de l'Est qui raconte la prudence allemande, mais également l'importance que revêt pour l'Allemagne la stabilité en Europe de l'Est. Car tel est bien l'enjeu aujourd'hui, et les photos de François Hollande et Angela Merkel côte à côte dans Le Parisien ou Le Figaro ne suffisent pas à masquer l'impression que notre voisin a décidé de gérer seul une crise diplomatique qui touche ses intérêts les plus immédiats. Et puis parmi ces considérations, il y a sur le site du Huffington Post la tribune de Bernard-Henri Lévy, dans ce style qui lui est propre, grandiloquent, suranné. Il évoque le Tiananmen ukrainien, la barbarie de la soldatesque, et il plaide pour une suspension de la participation des Européens au JO de Sotchi. Le texte a été mis en ligne mercredi soir, et ce matin, le Figaro Vox, site de débat du Figaro, publie la réponse de Jean-François Kahn, qui ironise sur les récurrents appels au boycott de JO de la part du philosophe en chemise blanche. Il rappelle surtout la propension au manichéisme de celui qui avait repeint en blanc l'opposition libyenne. Jusqu'à peser d'ailleurs sur une intervention dont on connaît aujourd'hui les conséquences. Sait-il, se demande le fondateur de Marianne, qu'une partie des manifestants de Kiev appartiennent à un parti d'extrême droite qui se revendique national-socialiste? Alors plutôt que BHL, il faut lire ce matin dans les pages du Figaro la tribune de Dominique de Villepin qui était ici à l'instant et qui fustige dans ce texte le romantisme révolutionnaire de celui qu'il ne nomme jamais. Comme il le faisait il y a un instant, il rappelle surtout que l'Ukraine est le lieu de toutes les fractures du XXe siècle. Et il explique encore plus que face aux divisions européennes, il serait dangereux de laisser l'Allemagne mener seule le dialogue parce que, dit-il, l'héritage est lourd. C'est un appel dans la lignée d'un fameux discours à l'ONU de 2003, un de ceux où la France fut elle-même. Vous évoquez les fractures du XXe siècle, mais il y a un papier dans Le Point qui nous renvoie à une partie de l'histoire du XXe siècle, précisément. Oui, c'est un papier très intéressant, un article consacré à cette femme allemande de 46 ans. Son nom, Catherine Himmler. Elle est la petite nièce du ministre de l'Intérieur du Troisième Reich et elle publie avec une précision toute scientifique les lettres de son grand-oncle à sa femme. Des lettres qui montrent une fois de plus cette fameuse banalité du mal, l'horreur du bon père de famille. Mais il faut lire surtout le récit de son enfance et ce nom si difficile à porter. Ce moment où, alors qu'elle a 11 ans, des professeurs choisissent de passer à l'école la série Holocauste, où apparaît d'ailleurs Heinrich Himmler. Ses larmes, les plaisanteries des camarades et les excuses de la directrice d'école. Et surtout la décision de ses parents. Ils regarderont la série en famille pour confronter leur fille au passé familial. Mais elle parle aussi de son grand-père maternel, qui a combattu sur le front russe, vétérinaire, apparemment sans histoire, qui lui dit s'être toujours occupé d'animaux. Et puis, j'ai découvert, dit-elle, ce qu'avait été la Shoah par balle dans les lieux où il était. Ce doute, elle le dit, est plus douloureux encore que la certitude du nom qu'elle porte. Voilà, c'est donc à lire dans Le Point où d'autres personnalités ont une place cette semaine. Oui, parce qu'on y explore le passé et notamment celui de grandes figures de notre société, Daniel Cordier, Edgar Morin, Sonia Rykiel. Leçon d'optimisme pour aujourd'hui, ce que la vie leur a appris. Le dossier s'ouvre par le témoignage de Jean Rochefort qui raconte son voyage en URSS en 1958 pour un film. Il voit tout à coup la réalité du pays, découvre qu'il s'agit d'ailleurs d'un film de propagande et se retrouve en prison comme ça, sans savoir pourquoi. Il rentre au bout de 11 mois. Le film qui devait s'appeler Quoi de nouveau à l'Est est rebaptisé devant le peu de succès qu'il rencontre Durand chez Popov, histoire d'attirer les foules. Là, j'ai définitivement pris le goût de la dérision, raconte-t-il. Il raconte d'ailleurs aussi qu'à 10 km de lui en URSS, sans qu'il le sache, se trouvait un de ses camarades de classe, un jeune Arménien, qui avait entendu l'appel au retour de Staline. Il a fini par 20 ans de goulag pour une chanson irrévérencieuse. Et alors, juste à côté, on a le témoignage de Juliette Gréco, arrêtée par la Gestapo, alors que sa mère résistante et sa grande sœur sont déportées à Ravensbrück. Elle est laissée 1 mois et demi à Fresnes, dans une cellule de 10 mètres carrés, avec 3 prostituées. Elle a 15 ans. Et elle apprend la vie en écoutant leurs discussions, leurs histoires, ce qu'elles disent des hommes. Un apprentissage qui, dit-elle, l'a sauvée quand elle s'est retrouvée toute seule, obligée de survivre. On lit ces récits et on comprend que la mémoire est le plus beau don que puissent nous faire ces hommes et ces femmes vénérables.
On termine avec, on va dire, 2 professeurs pas comme les autres. Mais oui, parce que dans le point juste à côté du dossier, il y a un article sur 2 professeurs qui sont drôles et brillants et auteurs d'un manuel intitulé « 1 kilo de culture générale ». Le contraire de la culture quiz et jeux télévisés d'aujourd'hui. Et comme elle le dit, elle, son père lui répétait « Jamais on ne pourra t'humilier. Si tu as une culture générale, tu garderas ta dignité ». Alors, il ne faut pas qu'ils aillent sur le site Atlantico, ils y découvriraient cette statistique. 26% des Américains pensent que le Soleil tourne autour de la Terre. 52% ignorent que l'homme et le singe sont cousins. Alors, pas de quoi faire les fiers non plus. 3 Européens sur 10 ne savent pas non plus que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et pendant ce temps, l'histoire de l'Europe se rappelle à nous du côté de Kiev, mais il nous faudrait quelques kilos de culture et de mémoire. Évidemment, il faut les acheter au kilo. On est sûr que le Soleil... Oui, on est sûr. On va revérifier, on va demander à Laurent Guigné. Merci, on n'aura pas besoin de lui sur ce coup-là. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1.